Peut-être pour commencer, se représenter, je vais commencer. Donc, Annabelle Louragini, je suis une des 2 coordinatrices de l'association Constellation qui a contribué à la construction de ce webinaire. Vous ne voyez pas derrière votre écran, mais il y a aussi ma collègue Élodie Pilot, coordinatrice également, et Caroline Forel, intervenante pair à l'association Constellation. Nous avons préparé ce webinaire en collaboration, en co-construction, en co-tout avec la page. Et donc, Anne, je te laisse te présenter. Bonjour, donc moi je suis sur la plateforme Respirédant de la page et donc on est 3 professionnels, j'ai 2 collègues intervenantes pairs et donc moi-même qui suis conseillère de parcours. Et nous avons, je vais laisser la cage se présenter juste après, pardon, juste se donner, je suis en train, ah si c'est bon, j'avais un petit souci. Et donc, nous accueillons Madame Gilbert et Madame Lamé, donc travaillant à la Caisse d'allocation familiale. Est-ce que vous souhaitez vous présenter? Alors donc, Nathalie Gilbert, chargée de relations partenariales à la CAF. Et Monique Lamé, experte handicap à la CAF de Nantes. Merci beaucoup d'être là, d'avoir accepté cette invitation. Pour le temps qui nous concerne aujourd'hui, donc ce sera donc un temps animé par les 2 intervenants de la CAF. Pour un bon fonctionnement entre nous, je vais vous inviter à couper vos micros pour éviter juste les interférences. Mais bien sûr, vous pouvez communiquer et poser vos questions à l'aide du chat que vous pouvez utiliser donc sur la droite de votre écran. Et donc, ma collègue Élodie Pilot va recenser justement les questions. Peut-être qu'on fera, si on n'est pas très nombreux, on fera peut-être un point à mi-parcours pour voir s'il y a des questions auxquelles on peut répondre pendant ce webinaire. Hop. Eh bien, nous allons donc pouvoir commencer. Madame Gilbert et Madame Lamé, merci encore. Alors du coup, on vous présente juste le programme pour commencer. Donc, on va voir les conditions d'attribution de l'AH. Vous m'entendez bien? Les Oui. conditions relatives à l'âge du bénéficiaire. Les pièces justificatives qui sont obligatoires. Le Excusez-moi, calcul de l'AH. il y a un gros écho au niveau de votre micro. Ah, c'est mieux? Beaucoup mieux, merci. Ouais, parce que on est toutes les deux. Alors, calcul de l'AH, donc les revenus pris en compte pour le calcul de l'AH. On va voir aussi la rémunération garantie lorsqu'on est en ESAT, la majoration de la vie autonome, la MVA, et présentation du dispositif de la déconjugalisation qui est passé là en octobre, l'impact sur le dossier des parents, l'allocation journalière du proche aidant, dite l'AJPA. Donc ça, c'est le programme. Alors, nous allons commencer par les conditions d'attribution de l'AH, les conditions générales. Donc, il faut savoir que pour percevoir l'AH, il faut avoir au moins 20 ans. Par contre, l'AH peut être versé dans certains cas avant les 20 ans. On en reparlera un peu plus tard sur les conditions relatives à l'âge. Il faut résider en France et être en possession d'un titre de séjour en cours de validité pour les étrangers ou bien disposer d'un droit au séjour pour les Européens. Il faut avoir une incapacité appréciée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, donc la CDAPH, qui reconnaît 2 catégories de bénéficiaires, donc ceux dont le taux d'incapacité est d'au moins 80% et ceux dont le taux d'incapacité est supérieur à 80% et supérieur à 50% et inférieur à 80%. Il faut également disposer de ressources annuelles ou trimestrielles inférieures au plafond d'attribution de l'AH. Voilà, donc ce sont les conditions générales de d'attribution de l'AH. On va passer sur les conditions relatives à l'âge du bénéficiaire. Donc, le droit à l'AH s'ouvre en règle générale le mois suivant les 20 ans, même si la demande a été déposée avant les 20 ans.
Et l'AEH, donc pour les familles qui ont un droit à AEH pour leur enfant, est maintenu pour le mois des 20 ans. Donc, on a certaines situations qui permettent d'ouvrir un droit à l'AEH avant les 20 ans. Avant les 20 ans, mais au plus tôt à partir de 16 ans, pas avant. Donc, si l'enfant a une rémunération nette supérieure au montant du plafond de rémunération pour enfants à charge, donc c'est de l'ordre de, alors je l'ai noté, 1082,87 € par mois. S'il est allocataire au titre d'une autre prestation comme les aides au logement, s'il vit seul ou en couple et ne peut plus être considéré à charge d'un allocataire, s'il est sous tutelle ou curatelle, sauf si le tuteur est un membre de la famille, si nous avons un placement à l'ASE mais que les liens affectifs avec la famille ne sont pas maintenus, ou bien si on a un jugement de retrait de l'autorité parentale. Donc ces situations permettent d'ouvrir un droit à l'AH avant les 20 ans. Par contre, nous avons également des situations qui ne permettent pas de payer l'AH avant les 20 ans. C'est pour les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans et dont la famille réside à l'étranger, ou pour les enfants placés avec maintien de liens affectifs donc avec la famille. Voilà. Là, on va voir donc les pièces. Est-ce que ça va? C'est au niveau vitesse de présentation, ça va? Oui. Ça va trop vite ou... Non, c'est bon? Alors là, on va voir les pièces qui sont nécessaires, voire même obligatoires, pour pouvoir faire la demande de l'AH. Donc, il nous faut le formulaire de demande, CERFAtisé. Il nous faut la notification d'attribution de la CDAPH, où figure le taux et la durée. La déclaration de situation de moins de 6 mois. Ça, c'est valable pour toute demande de prestation à la CAF. La déclaration annuelle ou trimestrielle de ressources, parce qu'on va voir qu'on a 2 façons de calculer l'AH en fait. La carte d'invalidité, mobilité, inclusion, avec la mention invalidité taux supérieur ou égal à 80%. Éventuellement, un titre de séjour en cours de validité, un RIB et la notification s'il y a de la mesure de protection si le bénéficiaire est sous tutelle. Donc toutes ces pièces, elles peuvent être transmises en ligne via le CAF.fr. Donc juste avant, je vous disais qu'on pouvait demander des ressources annuelles ou trimestrielles. Donc effectivement, tout dépend de la situation en fait de l'allocataire. Donc pour le calcul des droits sur une base de ressources annuelles, c'est parce que depuis le 1er janvier 2011, le calcul de l'AH sur une base de ressources annuelles concerne les bénéficiaires identifiés inactifs ou en ESAT. Là, on se base sur les ressources annuelles, donc N-2. Et pour le calcul de droits sur une base ressources trimestrielles, donc seront concernés les actifs en milieu ordinaire, les travailleurs indépendants, les bénéficiaires cessant leur activité ou débutant une activité en ESAT postérieurement à la bascule en gestion trimestrielle. Là, du coup, on prendra la déclaration donc tous les 3 mois des revenus qui sont déclarés pour faire le calcul de l'AH. Donc, la rémunération garantie, donc quand on travaille en ESAT, en fait, on a ce qu'on appelle la rémunération garantie qui va nous servir pour le calcul du droit AH. Celle-ci, elle est composée donc d'une part qui est financée par l'ESAT, c'est le salaire direct, et on a l'aide au poste qui là est à la charge de l'État mais qui est avancée par l'employeur. Et donc celle-ci, elle est revue et prise en compte pour le calcul de l'AH tous les ans.
Il y a une question, j'en profite comme nous ne sommes pas nombreux. Oui, excusez-moi, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. J'avais une question par rapport à l'AAH. Donc, par exemple, vous avez dit que c'était possible à partir de 16 ans. Je suis arrivée un peu en cours, mais vous étiez là-dessus. Et par rapport au dernier diapo sur trimestriel ou annuel, par exemple, si c'est une jeune étudiante qui a son logement seul, du coup, elle peut bénéficier de l'AAH et ce sera une base de ressources trimestrielles ou ce sera annuel, du coup, ces ressources et ces déclarations à faire auprès de la CAF? Là, ce sera annuel. D'accord. Parce qu'elle est considérée comme inactive. Oui, voilà, elle est étudiante, elle n'a pas de revenus. Sauf si par contre, après, elle travaille. Je pense qu'on a un plafond à. Mais après, c'est juste pour l'étudiante. Simple. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Ok. Très bien. Merci. On va vous présenter également la majoration de la vie autonome. Donc, la MVA, elle est versée automatiquement aux bénéficiaires AH si certaines conditions sont remplies. Donc, le bénéficiaire n'a aucune démarche à faire. À partir du moment où il y a un droit à l'AH et que ces 4 conditions que je vais vous énumérer donc sont remplies, donc la MVA sera versée automatiquement. Donc les 4 conditions, c'est donc avoir un taux d'incapacité d'au moins égal à 80%, n'exercer aucune activité professionnelle, bénéficier de l'AH au taux maximum ou en complément d'une pension vieillesse, invalidité ou rente accident de travail. Et enfin, habiter un logement indépendant pour lequel la locataire bénéficie d'une aide au logement. Voilà, les 4 conditions qui permettent le versement de la MVA en complément de l'AH. On va faire une petite présentation sur le dispositif de la déconjugalisation. Donc, qu'est-ce que la déconjugalisation? Donc, c'est une réforme qui a permis le changement du mode de calcul de l'allocation pour les bénéficiaires en couple. Donc, seul le bénéficiaire et ses ressources personnelles seront pris en compte dans le calcul de la prestation. Et cette réforme est rentrée en vigueur le 1er octobre 2023. Donc, avant octobre 2023, on prenait en compte la situation familiale de la locataire. Donc, s'il était en couple, on prenait en compte donc le conjoint et ses ressources pour calculer son droit à l'AH. Depuis octobre 2023, seul le bénéficiaire et ses ressources sont pris en compte dans le calcul de la prestation. Donc, l'application de la réforme répond aux principes suivants. La déconjugalisation est automatique. Le bénéficiaire de l'AH en couple n'a aucune démarche à réaliser. Elle ne s'applique pas si elle est défavorable. Si elle est défavorable, on continue à prendre en compte le conjoint et ses revenus. Et une fois le calcul bascule en déconjugalisé, donc cela est définitif. Il n'y a pas de marche arrière à faire. Alors, qu'est-ce qui change? Alors, pour les célibataires, la réforme n'a pas d'impact sur le calcul de l'allocation tant que l'allocataire est identifié célibataire donc par la CAF. Mais si vous vous déclarez en couple après la rentrée en vigueur de la réforme, le calcul de vos droits à l'AH sera automatiquement déconjugalisé. Si vous êtes en couple et déjà bénéficiaire de l'AH, le calcul de vos droits à l'AH sera déconjugalisé à condition que ce mode de calcul ne vous désavantage pas. Donc, s'il y a hausse ou maintien du montant de l'allocation, donc le calcul passe en déconjugalisé. S'il y a une baisse, il reste en conjugalisé. Donc, dès que le mode de calcul
déconjugalisé ne vous désavantage plus, vous passez automatiquement et définitivement en mode déconjugalisé. Si vous êtes en couple et vous devenez bénéficiaire de l'AAH, donc après la réforme, bien sûr, après le 1er octobre, le calcul de vos droits à l'AAH sera obligatoirement déconjugalisé. Et vous devrez toujours déclarer tout changement de situation à votre caisse, dont les changements de situation familiale ainsi que les ressources de votre conjoint ou conjointe, même si le calcul de votre AAH est déconjugalisé, parce que ces ressources peuvent servir au calcul d'autres prestations familiales. Alors, passons à l'impact sur le dossier des parents. Donc, un enfant ne peut plus être considéré à charge de ses parents au sens des prestations familiales à compter du mois où il ouvre un droit à une ou plusieurs prestations légales. Donc, les prestations familiales, les aides au logement, l'AAH ou le RSA, en tant qu'allocataire ou conjoint de l'allocataire. Lorsque l'enfant ne bénéficie à titre personnel que de l'AAH, il est considéré comme une personne à charge au sens de l'aide au logement, uniquement. Les personnes qui sont allocataires au sens des prestations familiales ou de l'AAH ne peuvent pas être considérées comme personnes à charge au sens du RSA et de la prime d'activité. Donc dans ce cas-là, il faut s'attendre à une diminution de droits pour les parents. On va vous parler également de l'allocation journalière du proche aidant, donc dite AJPA. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ah, il y a Stéphanie Flo qui a levé la main. Bonjour, en fait, j'ai mis du temps à retrouver où était la main. C'est juste, est-ce que vous pourriez nous réexpliquer ce que vous venez de dire tout à l'heure par rapport à... J'ai bien compris que il était à charge seulement par rapport au calcul de l'allocation logement, mais pour le reste, est-ce que vous pouvez réexpliquer, s'il vous plaît? Oui, alors ça dépend des prestations que le parent a sur son dossier. S'il y a du RSA ou de la prime d'activité, d'habitude, il y a un montant forfaitaire qui est appliqué pour le calcul du droit au RSA et à la prime d'activité. Tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Au RSA et à la prime d'activité, on prend en compte le nombre d'enfants à charge pour déterminer ce montant forfaitaire pour que le droit puisse être calculé. À partir du moment où l'enfant devient bénéficiaire d'AAH à titre personnel, il ne sera plus pris en compte dans ce montant forfaitaire pour calculer le droit RSA aux primes d'activité des parents. D'accord, donc il y aura certainement une perte, c'est ce que vous disiez. Oui. Okay. Merci. Je vous en prie. Donc, l'allocation journalière du proche aidant, donc dite AJPA. Donc, vous en avez entendu parler? Ouais, vous savez toutes, d'accord. Donc, dans quelles conditions, pour quelles conditions? Donc, pour percevoir l'AJPA, il faut d'abord avoir un lien étroit avec la personne aidée. Donc, ça peut être le conjoint, l'ascendant ou le descendant. Être salarié et avoir donc demandé un congé proche aidant à son employeur. Si vous connaissez la JPP, c'est un petit peu le même principe, hein. Elle est gérée un petit peu de la même manière. Être non salarié, stagiaire de la formation professionnelle rémunérée, être au chômage indemnisé, VRP ou salarié du particulier employeur. Il faut réduire ou cesser son activité professionnelle pour aider donc le proche. Il faut habiter en France de manière régulière. Et l'aidant doit avoir un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% reconnu par la MDPH ou un degré de dépendance déterminé par le conseil départemental. C'est le du GIR 1 à 4.
L'ASPA, elle est versée dans la limite de 66 jours sur toute la durée de la carrière professionnelle. Donc, il y a droit qu'à 66 jours. Et sur ces 66 jours, donc en fait, on peut prendre soit une journée, soit demi-journée dans la limite de 22 jours par mois. On a un petit dépliant parce que j'avais fait le forum HPA à Pornichet et du coup, dans ce cadre-là, avec Alpha Répi, j'avais fait un petit dépliant HPA. Alors, je ne sais pas si ça vous intéresse, je pourrais vous le faire parvenir. Voilà. Donc là, on voulait vous montrer que du coup, sur le caf.fr que vous devez connaître, vous pouvez en fait faire des demandes de prestations. On va vous montrer où vous pouvez faire la demande et faire des demandes de... Ah. Voilà. Donc en fait, vous mettez le code postal. Je ne sais pas si vous l'avez là, à l'écran. Non. Est-ce que vous, là, si vous allez sur le lien, si vous cliquez sur le lien, vous... Pour voir. On ne peut pas, non. Le seul moyen d'avoir un renvoi vers un lien, c'est de disposer ce lien dans le chat. Ah ouais, alors moi, Bah, on peut, si vous voulez, le copier dans le chat plus tard, à la fin de la Oui, présentation. voilà, c'est ce que j'allais vous proposer. Voilà. Plutôt à la fin. Comme Ok. ça, vous verrez en fait comment faire la demande de simulation sur le caf.fr. Hein. Et puis, donc, on peut s'informer aussi sur l'actualité de la CAF. Donc, ça peut être aussi bien au niveau national comme au niveau local quand vous mettez le 44 000. Et on peut également on vous montre comment prendre un rendez-vous avec un technicien de la CAF, que ce soit physique ou par téléphone. Et puis, comment contacter la CAF si vous avez des questions, que ce soit par courriel, par téléphone ou physiquement. Juste une petite précision aussi, la demande d'AH doit être... On ne vous entend pas, Madame Lamé. Ah. Voilà. Oui, pardon. Je disais une petite précision, la demande d'AH doit être adressée à la MDPH. Elle peut être aussi faite en ligne sur le site internet de la MDPH, parce que c'est la MDPH qui étudie les conditions médicales pour l'attribution de l'AH et la CAF les conditions administratives. Et donc, dans un deuxième temps, la MDPH nous adresse les demandes et les décisions pour qu'on puisse étudier donc les conditions administratives et verser l'AH. Voilà, c'est tout pour nous. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Flo. En général, la hache, elle est notifiée pour combien d'années? Alors, c'est en fonction du taux d'incapacité. Pour les taux inférieurs à 80, donc compris entre 50 et 80, ça peut aller de 1 à 5 ans. Par contre, pour les personnes qui ont un taux d'incapacité supérieur à 80%, ça peut être sur une durée illimitée, sans date limite. Mais c'est la MDPH qui statue sur le taux. Merci. Valentine ?
Oui, moi, c'était par rapport aussi à l'AH. En fait, je connais pas du coup la MVA. J'ai pas très bien compris de quelle manière c'était possible de l'utiliser. Et ma question sinon sur l'AH, c'était est-ce qu'il est possible du coup, par exemple, toujours pour l'exemple de l'étudiante, de cumuler l'AH avec par exemple les APL Oui. et de quelle manière? Voilà, je ne savais pas si c'était cumulable. Oui, oui. Alors, pour la MVA est versée donc automatiquement. Si le bénéficiaire a un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, Alors, c'est une excusez-moi, Valentine, il va falloir couper votre micro, Oui, ok. s'il vous plaît. Merci. Donc, je disais que la MVA est versée automatiquement. Il n'y a pas de demande à faire. À partir du moment où le bénéficiaire a un taux supérieur à 80%, qu'il ne travaille pas, qu'il a de la hache à taux plein et qu'il a un logement indépendant et une aide au logement, le système d'information à la CAF verse automatiquement la MVA en plus de la hache. Je vais vous donner le montant de la MVA. C'est 104,77 €. Et aujourd'hui, la hache à taux plein, c'est 1016,05 €. Donc ça, ce sont les plafonds, les montants actuels, le barème actuel. Alors, pour les APL, oui, donc le bénéficiaire peut cumuler la hache et avoir un logement indépendant et avoir l'aide au logement. Mais à partir de ce moment-là, il ne peut plus être considéré à charge sur le dossier des parents pour le calcul de l'aide au logement. Si les parents ont des aides au logement, il ne sera plus pris en compte pour le calcul de l'aide. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, très bien, merci. Merci. Madame Flo? Merci. Quand vous donnez le montant total maximum de l'AH, en fait, ça ne comprend pas les demandes de PCH qui peuvent être faites en plus? Non, ce n'est pas la CAF qui verse la PCH. Ah, c'est qui? C'est le conseil départemental. Oui. D'accord, donc en fait, il y a encore un autre Oui. intermédiaire, quoi. Oui. Ok, merci. Sachez que de toute façon, il me semble, Madame Laura Gini, que de toute façon, le PPT sera remis à tout le monde. Oui, exactement. Ce que je mettais Ouais. en commentaire, c'est que du coup, il sera disponible et sur notre site et sur celui de la page. Voilà. Et donc, ce qui sous-entend que si jamais vous avez des questions, de toute façon, qui vous viennent comme ça dans les jours à venir, il n'y a pas de souci, hein. Nous, on répondra volontiers à vos questions. Il n'y a pas de problème, hein. Et bien, si je peux poser une petite question, ça se termine à 13h30 normalement, il nous reste un peu de temps. Oui. Du coup, moi, c'était, vous parliez aussi des AJPA en disant que c'était potentiellement les mêmes principes que les AJPP. Voilà, ma question, c'est pour les journées qui sont possibles de prendre pour les parents, il faut que ça ait un motif médical, ou bien est-ce que, par exemple, des renseignements, par exemple, sur la journée que la MDPH propose le 19 avril, ça peut rentrer comme des justificatifs de prise d'information pour les aides d'AJPP? Alors, non. Alors, l'AJPA et la JPP, c'est deux choses différentes, hein. D'accord. Ouais, alors j'ai envie de dire même qu'il y a, on va dire, moins de contraintes avec la JPP que la JPA, hein. La JPA, comme vous le voyez, c'est 66 jours sur toute la carrière.
La JPP, c'est dès lors que une nouvelle pathologie va ouvrir, c'est bête de parler comme ça, mais va ouvrir des droits, des nouveaux droits en fait. Là, l'ASPA, c'est vraiment pour un temps limité. Maintenant, pour répondre à votre question, comme vous le voyez, ça s'adresse aux personnes qui du coup vont prendre du temps alors qu'elles travaillent normalement ou qu'elles ont une rémunération. Elles ont besoin